L'Allemagne a poursuivi la puissance. Gros moteurs, grandes autoroutes, des voitures construites pour atteindre 200 km/h sans broncher. L'Italie a poursuivi la beauté, des courbes qui avaient leur place dans un musée avant même de toucher une route. Et l'Amérique a poursuivi la taille. Plus gros moteur, plus gros pare-chocs, plus gros tout. La France a fait l'inverse. Pendant que le reste du monde ajoutait, les ingénieurs français ont passé presque un siècle à soustraire. Regardez le fil, la 2 chevaux, la Renault 4, la X, la Twingo et maintenant l'Ami. Différentes décennies, différentes technologies, même obsession. Voici donc la question qui va traverser toute cette vidéo. Quelle est la petite voiture que vous pouvez réellement construire avant qu'elle ne cesse d'être une vraie voiture ? Introduction. Une question, 5 réponses. Voici le mythe que nous devons tuer tout de suite. Les gens supposent que la France a construit des petites voitures parce que la France était pauvre. Ce n'est pas ça. Ou du moins, ce n'est pas toute l'histoire. Les ingénieurs français ne cherchaient pas la voiture la moins chère qu'ils pouvaient construire. Ils cherchaient la plus petite voiture utile. Et cette distinction compte plus qu'elle n'en a l'air. Chaque kilogramme qu'ils enlevaient devait rendre la voiture meilleure, pas seulement moins chère sur une étiquette. Retirez la mauvaise pièce et la voiture cesse de fonctionner. Retirez la bonne pièce et personne ne remarque même qu'elle a disparu. Pensez donc à cela comme à une question d'ingénierie, posée 5 fois séparément sur 90 ans, sous 5 types de pression complètement différents. Remplacer le cheval, motoriser une nation, survivre à l'âge du pétrole, survivre au régulateur, survivre à la ville moderne. Même question, 5 décennies différentes essayant d'y répondre. R1, remplacer le cheval, le cahier des charges du TPV. 1936, Pierre-Jules Boulanger, qui dirige Citroën, regarde la France rurale et voit un problème que personne en Allemagne ou en Italie ne résolvait. Des millions de paysans français se déplacent encore avec un cheval et une charrette. Donc Boulanger écrit un cahier des charges qui ressemble moins à une fiche technique de voiture qu'à un document de survie. 4 personnes, 50 kilos de pommes de terre, et voici le détail dont tout le monde se souvient. Elle doit traverser un champ labouré en portant un panier d'œufs, et les œufs ne doivent pas se casser. Ce n'est pas une phrase de marketing, c'est un objectif d'ingénierie. Alors comment construisez-vous une voiture assez légère pour être bon marché, mais assez solide pour survivre à un champ labouré ? Vous commencez par la carrosserie. Les ingénieurs de Citroën ont utilisé des panneaux de carrosserie ondulés, des feuilles d'acier fines pliées en nervures. Pensez au carton ondulé. Le carton plat se plie et s'effondre sous le poids, mais pliez-le en nervures et il supporte une charge surprenante sans ajouter 1 gramme de matière supplémentaire. Citroën a fait le même tour en acier. Rigidité par géométrie, pas par épaisseur. Puis il y a la suspension. Elle est interconnectée d'avant en arrière, donc quand la roue avant heurte une ornière, la suspension arrière réagit aussi, gardant toute la voiture à niveau au lieu de tanguer et de rebondir. C'est la différence entre des œufs qui survivent au trajet et des œufs qui deviennent une omelette sur le tapis de sol. Sous le capot, un bicylindre à plat refroidi par air. Pas de radiateur qui peut geler solide en hiver français, pas de pompe à eau qui peut se bloquer et laisser un paysan en panne dans un champ sans aide à des kilomètres. Si ça casse, vous le réparez avec un marteau et une clé, debout dans votre propre cour. Même l'habitacle suit la même logique. Un levier de vitesse en parapluie qui sort du tableau de bord, un tableau de bord minimal avec presque rien dessus. Chaque pièce qui est entrée dans cette voiture a dû mériter sa place. Chaque pièce qu'ils ont coupée, ils se sont assurés que personne ne la regretterait. C'est dans l'ingénierie sous contrainte. Retirer jusqu'à ce que la chose casse, puis ajouter exactement un boulon. Cette philosophie n'a pas disparu quand la TPV est devenue la 2 chevaux de production en 1948. Elle a simplement trouvé une cible plus grande. R2, motoriser une nation. La réponse de la 2 chevaux. En 1948, la question ne concerne plus une seule ferme.
Maintenant, elle est plus grande. Quelle est la petite voiture qui peut faire bouger tout un pays ? La France, après la guerre, a des millions de personnes qui ont besoin d'aller au travail, d'aller au marché, d'emmener leurs enfants à l'école, et la plupart d'entre elles n'ont jamais possédé de véhicule motorisé de leur vie. Donc, le cahier des charges du TPV n'est pas jeté, il est remis à l'échelle. La 2 chevaux prend tout ce que l'équipe de Boulanger a appris et en fait une réponse pour toute la nation, pas seulement pour la campagne. Regardez les sièges. Au lieu de ressorts et de mousse épaisse, Citroën suspend les sièges à un cadre comme à un hamac. Tissu tendu sur des tubes. Moins d'acier, moins de mousse, et il s'avère qu'un siège hamac roule mieux sur les mauvaises routes qu'un siège rembourré parce qu'il fléchit au lieu de lutter contre la bosse. Moins cher à construire et quand il s'use, vous remplacez le tissu, pas tout le siège. Le panneau de carrosserie se boulonne. Une aile avant sur une 2 chevaux se retire avec une clé en quelques minutes. Pas de chalumeau, pas de passage par un atelier de carrosserie, pas d'attente de 3 semaines pour une pièce. Un paysan accroche un poteau de clôture, il sort une clé à douille et il est de retour sur la route le même après-midi. Et la course de la suspension est longue, vraiment longue, parce qu'elle n'est pas construite pour les autoroutes lisses. La plupart de la France dans les années 50 est encore des routes en terre et des chemins de charrette. Donc la voiture doit absorber des ornières qu'une suspension Mercedes ne verra jamais. Renault répond à la même question avec une boîte à outils différente. La Renault 4 arrive en 1961 avec une banquette arrière rabattable en 2 parties et un plancher plat. Donc la même voiture qui emmène la famille à l'église le dimanche transporte du bois le lundi. Peugeot répond avec la 104 en poursuivant l'emballage efficace, prouvant que vous pouvez viser le même objectif sous 3 angles complètement différents et toujours l'atteindre. Parce que voici la vraie concurrence dont personne ne parle. La France ne courait pas contre Mercedes ou BMW, elle courait contre le vélo et la charrette à cheval. Chaque kilogramme enlevé, chaque pièce simplifiée, existait pour battre ces 2 choses, pas pour battre une berline allemande sur un circuit d'essai. Rien ne reste dans ces voitures à moins que ça ne mérite son poids. Cette règle tient pendant 3 décennies. Puis les années 80 arrivent et l'ennemi cesse d'être la route. Il devient la jauge d'essence. R3, survivre à l'âge du pétrole. La réponse de la X. 2 crises pétrolières dans les années 70 changent ce que petite signifie même. L'essence n'est plus bon marché, donc la question change à nouveau. Quelle est la petite voiture qui peut survivre à l'âge du pétrole et emmener encore quelqu'un au travail avec un réservoir qu'il peut se permettre ? Citroën poursuit un chiffre cette fois, pas un sentiment. La X arrive en 1986 à 640 kg pour le modèle de base, l'une des voitures de production les plus légères en Europe. Ce chiffre ne se produit pas par accident. Les ingénieurs passent panneau par panneau en utilisant de l'acier plus fin là où les calculs de contraintes le permettent et en remplaçant par du plastique là où l'acier ne méritait plus sa place sur la voiture. Puis l'aérodynamique rejoint le combat. La X affiche un coefficient de traînée de 0,31 et c'est des années avant que les règles d'émission forcent qui que ce soit sur la forme. Citroën réduit la traînée parce que la traînée brûle du carburant, tout simplement, pas parce qu'un régulateur le leur a demandé. Comparez cela à ses voisines sur le même plancher d'exposition. La Peugeot 205 et la Renault Clio poursuivent le même marché dans la même décennie. Mais elles ne poursuivent pas la même priorité. Elles penchent d'abord vers le confort de roulage et le style, le poids en second. La X met le poids en premier et laisse tout le reste suivre. Puis Renault répond avec une astuce complètement différente. La Twingo arrive comme la réponse d'emballage. Une forme monovolume, pas de coffre séparé collé à l'arrière et une banquette arrière coulissante qui vous laisse choisir l'espace pour les jambes ou le chargement selon le jour. L'habitacle semble plus grand que l'empreinte au sol de la voiture n'a aucun droit de le permettre. Voici l'astuce tout simplement. Une voiture plus courte ne signifie pas un habitacle plus petit, pas si vous poussez les roues jusqu'au coin et arrêtez de gaspiller de la longueur sur des porte-à-faux où personne ne s'assoit.
Donc à la fin des années 80, les ingénieurs français arrêtent de rétrécir le passager. Ils commencent à rétrécir le métal enveloppé autour du passager à la place. Et c'est un problème complètement différent à résoudre. Cette formule fonctionne exactement aussi longtemps que le règlement reste mince. Plus le règlement devient épais et toute l'équation se brise. R4. Survivre au régulateur. Quelqu'un peut-il encore construire une 2 chevaux ? Maintenant, la question devient hostile. Elle cesse d'être à propos du carburant ou des routes et devient celle-ci. Quelle est la petite voiture qui peut survivre à un règlement qui n'a jamais été construit pour enlever du poids, seulement pour en ajouter ? Les réglementations de choc arrivent. Les règles d'impact piéton arrivent. Euro NCAP commence à distribuer des étoiles que les concessionnaires mettent dans leurs vitrines. Et les objectifs d'émission se resserrent année après année. Tout cela tombe sur la même petite voiture en même temps et aucune de ces exigences n'est optionnelle. Chaque règle ajoute de la matière. Vous avez besoin de montants renforcés pour passer un test de choc latéral. Vous avez besoin d'airbags, au pluriel, avant et latéraux. Vous avez besoin d'une structure avant conçue pour s'écraser selon un motif très spécifique, absorbant l'énergie au lieu de la transférer directement au conducteur. Rien de tout cela n'est un coin qu'un constructeur peut couper, parce que rien de tout cela n'est un choix. Alors regardez ce qui arrive aux petites voitures qui mènent cette guerre dans les années 2000. La Citroën C1, la Peugeot 107, la 3e génération de Twingo, elles essaient toutes de rester petites pendant que le règlement continue d'exiger plus de masse juste pour exister légalement sur la route. C'est le même combat que la X menait, sauf que maintenant l'ennemi n'est plus le physique, c'est la paperasse. Voici la question honnête qui vaut la peine d'être posée directement. Si Pierre-Jules Boulanger s'asseyait aujourd'hui avec les exigences de crash test que les régulateurs modernes exigent, pourrait-il construire la 2 chevaux originale ? Non. Pas avec un panneau ondulé qui fait le travail d'une zone de déformation. Pas avec un bicylindre réparable exposé sous un capot fin sans structure de protection des piétons autour. Les règles ne permettent simplement plus à cette voiture d'exister, et ce n'est pas un reproche à l'ingénierie de qui que ce soit. Ce n'est pas une histoire d'ingénieurs qui deviennent paresseux ou perdent le fil. C'est une histoire où la cible se déplace quelque part où les anciens outils ne peuvent plus atteindre. Donc l'obsession de trouver un nouveau moyen de survivre. Si vous ne pouvez plus enlever du poids de la voiture, parce que la loi ne le permet pas, vous devez enlever des pièces à la place. Pas de l'acier, des pièces. R5, survivre à la ville moderne, le test de l'AMI. Ce qui nous emmène à la dernière version de la question. Quelle est la petite voiture qui peut survivre à une ville qui n'a jamais voulu de grande voiture garée dedans en premier lieu ? La réponse de l'AMI n'est pas de l'acier plus léger, c'est une catégorie complètement différente. Citroën l'a construit comme un quadricycle, pas une voiture, et cette seule classification change tout en aval. Le nombre de pièces chute tellement bas que la chose qualifie à peine comme une voiture, et c'est le but. Regardez les portes. Elles sont identiques des deux côtés. Un panneau conçu et miroir, un panneau conçu en miroir, ce qui réduit les coûts d'outillage et le nombre de pièces à peu près de moitié avant qu'une seule unité ne sorte de la chaîne. Les panneaux de carrosserie sont en plastique, ce qui résiste aux bosses dans un parking serré et réduit encore le poids. Et parce qu'elle est classée pour les basses vitesses, elle a besoin de bien moins de structure pour passer les règles de sa catégorie qu'une vraie voiture n'en a besoin pour passer Euro NCAP. Donc, faisons le test sur le terrain. Peut-elle porter ce qu'une 2 chevaux portait ? Grimper ce qu'une 2 chevaux grimpait ? Survivre à une mauvaise route comme une 2 chevaux ? Elle porte 2 personnes, pas 4. Il n'y a pas de coffre qui vaille la peine d'être mentionné. Elle dépend d'une borne de charge que le TPV original n'a jamais eu besoin et n'aurait jamais pu imaginer. Changer un panneau est rapide, plus rapide même que retirer une aile de 2 chevaux avec une clé. Mais cette rapidité vient d'un règlement différent, pas du même instinct d'ingénierie qui a construit le TPV. Le TPV maximisait l'utilité dans la pauvreté. L'AMI minimise la voiture dans une catégorie de réglementation. Réponse similaire en surface, pas la même question en dessous du tout. Conclusion, la vraie invention française. Reculez donc et regardez ce que chaque pays a réellement résolu.
L'Allemagne a résolu la vitesse, l'Amérique a résolu la production de masse, l'Italie a résolu l'émotion. Un style qui vous faisait vouloir la voiture avant même de savoir ce qu'il y avait sous le capot. 3 pays, 3 problèmes d'ingénierie complètement différents, 3 réponses complètement différentes. La France a passé presque un siècle sur une question qui semble simple et ne l'est vraiment pas. Quelle est la petite voiture qui peut encore changer la vie de quelqu'un ? La TPV, la 2 chevaux, la X, la Twingo, la Mi ? Elles sont toutes du même arbre généalogique. Pas parce qu'elles partagent un seul panneau de carrosserie, mais parce que chacune d'elles répond à la même question sous quelle que soit la pression que leur décennie leur a jetée. Voici donc la question qui vaut la peine d'être méditée. Quelle est la petite voiture qui mérite encore d'être appelée une voiture ? Dites-nous laquelle a réellement répondu à cela. Et abonnez-vous pour plus du Garage français.